Bonjour et bienvenue sur Europe 1 dans notre rendez-vous du vendredi soir, dans cette libre antenne qui est à vous pour vous exprimer au 39 21, en toute liberté, en toute confiance sur ce qui vous touche ou vous préoccupe. En cette veille de long et chaud week-end de juin, nous allons retrouver nos proches, conjoints, enfants, parents, amis. Et ces retrouvailles du week-end donnent parfois lieu à des conversations enflammées. On imagine trop souvent que tout le monde devrait avoir les mêmes sentiments, les mêmes pensées et les mêmes croyances que nous. Nous avons beaucoup de difficultés à permettre à nos proches d'avoir des réactions différentes des nôtres devant certains problèmes et certaines questions. Pourtant, ces différends qui nous séparent, le droit pour chacun d'utiliser son expérience comme il l'entend et de lui donner la signification qui lui paraît juste, tout cela représente le plus riche potentiel de la vie. Tout être est comme une île au sens le plus réel du mot et il ne peut construire un pont pour communiquer avec d'autres êtres que s'il est prêt à être lui-même et s'il lui est permis de l'être. Alors ce soir, dans la libre antenne, je vous propose de construire des ponts, de faire l'expérience de nous accepter, ce qui signifie d'accepter les sentiments, ressentis, croyances qui constituent le réel et le vital de chaque personne et de nous aider mutuellement à devenir des personnes distinctes des unes des autres. Ici, au 39-21, nous faisons l'apprentissage de l'écoute et du respect de la parole. Quentin est là pour recevoir vos appels et c'est Fabrice Fougerouz qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Merci de me prendre en ligne. Oui, bienvenue. Un moment, j'écoute. Et alors, voilà mon histoire. J'essaie de la décrire un petit peu. Je suis âgée de 50 ans. Récemment, j'ai perdu un fils. Brutalement. Oui, il avait quel âge? Subite. Il avait 22 ans. 22 ans? Oui. Mai 2013. Oui. J'ai 4 enfants. Oui. Ça faisait que j'avais 4, quoi. Oui. Et dans cette douleur, c'est venu se rajouter son frère aîné, qui a âgé de 27 ans. Oui. Et à la suite de la mort de son frère, comme il avait des petits problèmes psychologiques qu'on n'avait pas, traité quand il était jeune. Oui. C'est ce qui fait, il a fait une décompensation le 22 mars. Oui. À la suite de la mort de son frère. Il n'a pas digéré. Oui. C'est que on pensait que ça allait, quoi. Il nous disait ça allait, mais je voyais bien que ça allait pas. Mais comme il verbalisait pas beaucoup les choses, c'est pas un garçon qui verbalise beaucoup. Des choses comme ça. Je suis suivie avec un psychiatre et un psychologue parce que j'ai failli moi-même passer de l'autre côté de la barrière. Oui, j'imagine, avec tout ce qui vous est arrivé. Ouais, il n'y avait pas de signe avant-coureur, quoi. Oui. Quand on sait que la personne est malade, bon, on chemine avec. Mais quand il n'y a pas de signe comme ça, il vous passe sur les doigts comme ça. Oui. C'est très dur. Très, très dur. Mais vous me disiez qu'enfant, vous aviez repéré qu'il y avait des soucis? Non, c'était mon deuxième qui est décédé. Il était tout à fait normal. Lui, il y avait pas... Oui, d'accord. Et en deuxième année de doigt, il fusait, quoi. Mais une mort subite à 22 ans, c'est étrange. Enfin, c'est un arrêt cardiaque. Oui, c'est ça, le trouble du rythme. Ah oui? Ouais, c'est ça, le trouble du rythme. Et bof, il n'était pas à la maison. Oui. Il était chez un copain. Bof, le pauvre, il savait pas faire les premiers gestes. Je n'en veux pas parce que c'est pas tout le monde qui sait faire. Parce que moi, je l'ai déjà pratiqué. Alors, je lui ai dit qu'il se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Oui, vous avez bien fait. C'était il y a un an, Mathilde, c'est ça? Oui, ça fait un an, ouais. Et c'est comme si c'était aujourd'hui. Chaque week-end, bien sûr. Bah oui. je suis bouleversée, ça va pas.
Bah oui. La mort d'un enfant à 22 ans, fauché en pleine croissance de projet de vie, hein. Il avait des projets, c'est ça. Oui. Il travaillait, il avait des projets, il étudiait. Ouais, il était à l'université, il fusait, quoi. Oui, c'est l'impensable, là. Vous voyez, Mathilde, c'est l'impensable. L'impensable, quoi, qui m'est arrivé, quoi. Ouais. Alors, lui, son frère dit, bof, comme moi, je suis pas très doué en plein de choses, pourquoi c'est pas moi qui est parti, quoi. Je dis, bof. Oui. Celui qui a décompensé? Oui, il a décompensé. Oui. Ouais. Il a 27 ans, l'aîné. Oui, ça arrive dans les fratries, hein, où effectivement il y a un enfant qui se dit pourquoi c'était pas moi, hein, c'était pas le bon. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, je lui dis que il peut pas dire ça parce que non. tout ça, on prévoit pas ça parce qu'il n'y a pas un ordre pour partir. Non, vous avez bien fait. Il n'y a pas un ordre pour partir. Mais non. Et même si, bof, lui, il se sent un peu, comment dire, parce que l'histoire, c'est que c'est mon fils et c'est son frère, c'était on dit demi-frère, quoi. Oui. C'était mon fils quand j'avais eu avec un autre homme, quoi. Un autre homme, oui. Et quand il a su ça, lui, ça l'a fait perdre un petit peu la notion des choses, quoi. Oui, je comprends. Et les autres frères et sœurs de la fratrie? Alors, j'ai une fille, elle va avoir 18 ans. Oui. Bof, elle verbalise pas non plus, elle parle pas beaucoup. Oui. Par contre, j'ai mon petit dernier, il a 11 ans. Il est comme le deuxième. On parle de tout, de rien, sur tous les sujets, quoi. Oui, avec lui, ça colle bien. La communication passe bien. Ouais. Ça colle, ça m'aide un peu, mais je vais pas trop non plus. Comment dire, comme il a 11 ans, il faut. Vous avez raison, bien sûr, oui. Oui, ça peut pas être un soutien. Il faut que je reste dans un cadre bien précis, quoi. Bien sûr. On discute de tout, mais il faut des limites, quoi. Oui, vous avez raison. Toujours des limites et tout ça pour ne pas qu'ils puissent pas non plus, on sait jamais, quoi. Oui, vous avez raison. Qu'est-ce que vous faites pour vous, Mathilde, dans cette situation terrible? Dans ces situations-là? Oui, qu'est-ce que vous faites pour vous aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un vous aide? Comment vous faites, vous? Comment je fais? J'ai repris le travail il n'y a pas longtemps. Oui. Je suis auxiliaire de vie. Et comme c'était mon désir d'être aide-soignante, là, je me bats contre, je sais pas, le vent. Là, je suis à l'école. Et là, je suis un stage pour justement terminer mes modules, quoi. Oui. Il me manque 2 modules à terminer. Pour passer un grade supérieur pour être aide-soignante, quoi. D'accord. Ouais. Alors, c'est mon vœu le plus cher, alors je me donne tout. Oui. Pour y arriver, je ne sais pas comment je fais, mais... Oui, être soignante, c'est comme si vous alliez vous aider à vous soigner vous-même aussi, hein, à travers ce choix-là, non? Oui, en plus je suis un neuropsychiatre, alors je vois plein de choses. Ouais, ah oui. Ah oui, ça, oui. Et vous, pour vous voyez quelqu'un, Mathilde, pour parler? Oui, je suis suivie par un psychiatre. Et, quand je dis, il a beaucoup d'expérience parce que c'est quelqu'un d'âgé. Oui. Il connaît tout ce genre de situation, quoi, de problèmes. De l'être. Il est dans ce registre, quoi, je dirais. Et tout, il m'aide beaucoup. Ouais. Même au téléphone, je peux l'appeler 10-15 minutes. Il m'écoute. Bien. Oui, c'est bien. Donc il est très présent à vos côtés, c'est important. Très présent. Et j'ai une psychologue aussi que je vois. Oui. Sauf qu'avec ma famille, mon mari, ma fille, on ne peut pas trop en discuter, quoi. Votre mari, il a réagi comment? Il fonce dans le boulot. Oui, pour oublier. Pour oublier, mais non, il va pas décompenser, mais ça va péter un jour. Oui. Vous n'arrivez pas du tout à en parler avec lui parce que en même temps vous vivez le drame ensemble. C'était votre enfant que vous avez perdu ensemble. Oui, mais chaque être humain est différent. C'est vrai. Vous savez, oui, quand on perd un enfant, quelquefois ça sépare même des couples. Parce que chaque membre du couple vivant très différemment, chacun veut un peu à l'autre de le vivre autrement que soi. Oui, c'est souvent ça, on voit ça. Oui. Parce qu'au début, comme je vais sortir le mot, quoi, j'ai pété les plombs, quoi. Mais oui. C'est normal. Je l'appelle à 18h, il me dit bon maman ça va et tout, et normalement il devait descendre le vendredi. Je dis mais super, quoi. Parce qu'on habite Soissons.
Et lui, il était sur la région parisienne. Il me dit, bon, ben, comme d'habitude, maman, en passant, tu me prends vendredi, quoi. Je dis, ouais. Et jeudi soir, on m'appelle, on me dit, venez vite, ça va pas. Alors, Ouais. c'est fou. C'est le monde a dû s'écrouler. Je le vois oui. pas. Par contre, je le vois pas. Quand je le vois, dans mon image, quoi, je le vois. Je sais qu'il est mort, mais je le vois pas comme ça. Je le vois qu'il marche, qu'il court, qu'il est souriant, qui est dynamique, Alors, c'est ça qui m'aide à avancer. Oui, je comprends. Je sais pas, mais ça me... Oui, il ça reste très vivant pour vous. Oui, c'est ça. Oui. Je reste dans... Tout le monde me dit que c'est... Bof, c'est pas... Bof, il est mort, quoi. Et fini, passe par autre chose, mais je sais pas. C'est pas comme si on va aux toilettes et on tire la chasse, hein. C'est pas ça. En plus, on était très, très, très proches. Vous étiez très proches, ah oui. Très proches. Avec lui, vous parliez beaucoup? De tout, mais oui, on s'appelait tout le temps. Hein. À midi, à 1h, à 13h, c'était... plusieurs fois par jour. Ah oui. Oui, tout le temps. Dès que je me levais, la première chose que je faisais. Dès que j'arrivais, c'était la première chose que je faisais. J'allais me coucher, c'était ça. Parce que je me disais qu'il avait encore besoin de nous, quoi. Parce que les filles sont beaucoup plus mûres et les garçons, un petit peu... Ils ont encore des choses. Quand je vous écoute, en fait... C'est mieux que ça, quoi. Oui. Et quand je vous écoute... Oui, Mathilde, pardon. Oui. Donc, quand je vous écoute, en fait, j'étais en train de penser que, quand vous me dites que voilà, vous appeliez tout le temps, un peu comme si vous, un peu inconsciemment, vous voyez, vous aviez profité de lui au maximum, comme si cet enfant-là, en tant que mère, il allait pas être éternel pour vous. Oui, c'est et ça. Puis, tout le temps. Parce que je vous entends et c'est ce que je ressens en vous entendant. Mais c'est tout à fait ça. Parce que j'avais un gynécologue qui était super. Oui. Je l'ai connu à 18 ans et la première chose qu'il m'a dit quand j'étais enceinte, il m'a dit, de mon fils aîné justement, il m'a dit, vous savez, vous êtes quand on n'a pas un bébé, on est entre la vie et la mort. Oui. Alors je me suis toujours dit que j'étais jeune, quoi. Je me suis dit, waouh, on est entre la vie et la mort. Et alors il m'a expliqué des choses, j'ai compris. Oui. Alors, je me disais que quand on a des enfants, il faut en profiter chaque jour. Même si on passe 15 minutes avec eux, mais 15 minutes, c'est 15 minutes, quoi. Oui, c'est vrai. C'est la qualité qui compte, non le temps. Parce qu'on peut passer des heures et on n'apprend rien aux enfants, on fait rien avec. Niveau 15, mais bien rempli, quoi. Alors, je me disais que tant que je peux profiter de lui, profiter, je faisais comme ça. Avec tous mes enfants. Hein, avec tous? Ah, d'accord. Oui, tout ça. Oui, tous. Sauf que lui, on était plus proches, quoi. Oui. Ouais. Vous aviez plus de complicité entre vous. Beaucoup plus de complicité, quoi. On pouvait parler de tout, de rien, on rigolait, c'était ça. On disait frères et sœurs. Il doit vous manquer terriblement, oui. Ah oui, terriblement. Oui. Terriblement. Et mon deuxième, lui, il faudrait, comme il est là, comme il a fait ça, j'étais obligée de l'interner, comme on dit, d'office, quoi. Oui. Celui qui a été diagnostiqué schizophrène, hein, c'est ça? Oui. Alors en 2002, il m'avait fait une petite simulation et tout ça, et j'avais demandé au psychiatre qui le suivait est-ce qu'il n'avait pas quelque chose. Oui. Ah, il y a ma fille qui se pointe, mignonne comme tout. God, comme elle me regarde. Et on n'avait pas décelé quoi que ce soit, mais je sentais qu'il y avait quelque chose, quoi. Alors, je l'ai reçu voir par un autre psychiatre, et comme lui, beau parleur et tout, on voit pas, on décèle pas, quoi. Si on connaît pas bien la personne, on peut pas déceler comme ça. Et je voulais aller avec lui à l'entretien, mais j'ai pas pu. Ça m'a beaucoup embêté. Et j'ai demandé au psychiatre est-ce que je pouvais lui reprendre rendez-vous avec lui pour que je puisse lui dire comment il est. Parce que si moi je dis pas, lui il dira rien du tout. Et le psychiatre m'a dit mais non, il n'a pas besoin de médicaments, il est bien, J'ai dit bon Dieu Seigneur, oh là là, c'est pas de sa faute, mais il bluffe, quoi. Oui. Il montre pas les choses.
il dévoile pas. Mais moi, le connaissant depuis 27 années, je vois que il avait quelque chose, quoi. Depuis petit, hein, j'ai cherché à ce qu'on m'aide. J'ai jamais trouvé une porte. Hein. Ah oui. Tout me était fermé. Je disais, oui, mon fils ne va pas bien. Je le trouve ceci, cela. J'expliquais les choses et tout. Mais il me disait, mais non, il est bien, il a un bon comportement, il est sage, il est gentil. Et vous le sentiez, oui. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Et je me disais toujours, c'est un problème si. Problème si. Je disais ça à mes soeurs et tout. Ils me disaient, mais non, te focalise pas sur ça. Je disais, oui, c'est un problème si. Et en 2012, il m'a fait un petit tour. J'ai dit à mon mari, bon, je ne vais pas aller à l'hôpital avec lui. Moi, c'est la psychiatrie directement. Et on a été directement à Sainte-Anne, on l'a emmené. Effectivement, le psychiatre qu'il avait pris en charge, et elle a décidé tout de suite. Il m'a dit, si. Mais arrivé en soins à Soissons, je leur ai expliqué tout ça. Elle m'a dit, mais non, c'est dépression. J'ai dit, vous êtes sûr que c'est pas ça? Je sentais qu'il... Je sais pas, mais je sens les choses. Oui, vous sentiez les choses. Oui, je sens. Oui. Et aujourd'hui, Mathilde? Oui. Aujourd'hui, oui. Allez-y. Oui, je disais aujourd'hui par rapport justement à ce fils-là, vous allez le voir. Comment ça se passe avec lui, celui qui est hospitalisé maintenant? Alors, lui qui est hospitalisé, c'est et pareil. Comment votre mari réagit? C'est ce qui était bizarre, c'est que quand je lui disais qu'il avait un problème ici, il me disait, mon fils n'a rien du tout. Ah oui, il est dans le déni. Oui. Et il était dans le déni, il voulait rien savoir. Il me disait, mais non, il est bien, tout ça, il s'occupait de lui à mort. Et vous avez parlé à votre psy d'éventuellement faire une démarche en couple dans le cadre de la perte de votre fils et de l'hospitalisation de l'autre? Non. Que j'ai demandé au psychiatre en amont, avant qu'il fasse ça, j'avais déjà pressenti un truc, c'est que comme il avait, il fumait pas, il s'est mis à fumer, et par deux fois, il avait bu, et il a fait 2 copains d'élites. Ah oui. Et encore, c'est moi qui l'ai sauvé. Ah oui. Parce que ses copains l'ont ramené, et moi j'ai fait les gestes qu'il fallait faire et tout. Et après, on l'a conduit à l'hôpital. Et j'en ai parlé et tout. Et là, il est suivi. Il me dit ça va mieux et tout ça. Le 22, je ne sais pas s'il voulait se suicider ou pas. Mais c'est qu'il a regardé un couteau. C'était un couteau à pain. Et après, il m'a dit, maman, ma tête. Sa tête, ça explosait, quoi. Et après, comme il fait de l'asthme, vraiment de l'asthme, il a fait tachycardie. Oui. J'ai dit, bon Dieu, pourvu que le cœur parce que ça peut ça peut faire boum, quoi. Et tout. Et comme mon mari il sait faire des gestes aussi, alors on le contact, on l'a caressé, baisse en tension. Je l'ai émougné, tout ça, je lui ai parlé doucement et tout. Mais il avait la force de 6, de 7, de 8 personnes. Et je ne sais pas comment on a fait pour le maintenir. Et mon dernier, là, comme je vous dis, il m'a dit, ah là là, quand je vous vois comme ça, vous n'allez pas réussir à le maintenir aussi longtemps. Hein. Alors, il a téléphoné aux urgences, oui. Il a fait le 18, quoi. Et ils sont arrivés, mais une bonne 40aine de minutes. Hein. Ah oui. Alors, j'ai décuplé mes forces. Je ne sais pas comment j'ai fait, l'adrénaline. Et mon mari, pareil. Et on l'a maintenu au sol et tout, bien et tout. Et après, on l'a caressé, on lui a parlé. Oui, dans les grands moments, on trouve des forces insoupçonnées. Comment? Dans les grands moments, comme ça, on trouve des forces en soi insoupçonnées. Hein. Ouais. Et et après, il m'a dit, mon fils, son frère s'appelait Jonathan, il m'a dit, vous voulez que je sois comme Jonathan? Et après, il a dit, mon frère n'est pas mort, mon frère est mort. Mon frère n'est pas mort, mon frère est mort. Mon frère n'est pas mort, il n'est pas... Après, il a pu parler. Il a perdu la parole. Et après, les policiers sont venus. Heureusement, ils étaient quand même assez sympas et tout. Ils ont pu... on a pu l'emmener. Dites-moi, c'est terrible ce que vous avez vécu, Mathilde. Un coup sur coup, ça fait beaucoup? Oui,
Ouais, ça fait beaucoup, pour vous. Hein, ça fait beaucoup. Vous êtes bien entouré par le reste de votre famille, vos sœurs? Vous me dites que vous avez des sœurs. Oui, oui. Et je les embête pas trop, hein, mais je suis bien entourée. Oui, j'ai l'impression, parce que je vous sens en même temps, Parce vous que voyez, solide, lucide. On me dit ça, mais si vous saviez que je puise, je faisais quoi, 77 kilos. Je suis descendue à 60. Oui. Vous avez puisé dans vos réserves, quoi. Oui, je puise. Et là, il faut faire attention à vous. Ouais. J'essaie de manger un petit peu. J'essaie de prendre des apports qu'il faut, parce que je sais ce qu'il faut manger et tout, pour ne pas quand même... mais comme je puise dans mes réserves, ça ce qui fait je perds du poids. Oui. C'est ça. Je puise trop. C'est pas de ma faute. Pour trouver la force, je dois puiser bien sûr. Je dois aller chercher au fond de mes tripes. Et puis c'est la perte, hein. Et puis vous êtes dans la perte, hein. Oui, c'est avec vos fils. Oui, bien sûr. Comme il était très mince, je ne sais pas si je me fais une fixe. Peut-être. Ah oui. Comme... il était élégant, mince et tout. Alors. Comme un lien avec lui en fait, au travers de votre poids. En faisant ce truc aussi, j'essaie de le ressembler, quoi. Vous savez ce que je vais faire? Je mets ses habits. Ah oui. Oui. Comme ses vêtements, comme moi j'ai un prénom, je dis Mathilde, mon deuxième prénom, mais mon prénom usuel c'est Patrice. Oui. Je suis un garçon manqué, alors je m'habille comme un garçon. Ah oui, donc. Alors ça ce qui fait ces vêtements, je porte. Oui. Alors c'est pour ça que je perds et comme ça je peux mettre les vêtements. Mettre ses vêtements et le retrouver. Ouais, c'est une façon de le retrouver. Oui, c'est ça. Oui. Alors je me dis, faites attention à vous, Mathilde. Hein. Oui, faites attention à vous. Je comprends que vous passiez par là. Hein. Je pense qu'il y a des trajets à chaque fois très particuliers, très propres à chacun, parce que c'est tellement, c'est tellement impensable, c'est tellement sans doute la pire des douleurs, que puisse vivre un être humain. La pire. Et je disais ça à ma sœur. Hein. Oui. Et le 10, quand il est venu, ça va couper le 10 mai, il est venu à la maison. Et je l'ai regardé. On a parlé de tout, dons d'organes. Je vous dis, je pressens les choses. Dons d'organes, tout, machin, ta. Et je lui parlais de, comme j'adore le foot, lui aussi, c'est moi qui l'ai entraîné. Alors, je lui ai dit, tu sais, Fouet, quand il avait eu sa crise là, sur le terrain et tout ça. Alors, on a parlé de ça. Ouais. De tout ça, de plein de choses, même massage cardiaque, tout ça. Elle me dit, oui, maman, tu sais, je suis sur le commun. Comme ça. Et après, je lui ai dit, tu sais quelque chose? J'aimerais que tu retournes à la maison parce que tu vis en colocation, mais je sens où tu es là, t'es pas bien. Il me dit, oui, maman, je sais que je suis pas bien, mais étant donné que j'ai fait 2 demandes et mes demandes vont aboutir, je vais trouver un logement et je vais plus être en colocation, ça va être super et tout. Alors je lui dis, mais quand même, viens à la maison et tout. Ouais. Alors, je dis à mon mari, comme et il ça, était c'était malléable, juste avant, ça c'était en mai, Oui. C'était le 10 mai 2013. Oui. Et c'était un long week-end et tout ça, il était venu à la maison et tout, c'est la dernière fois qu'il était venu à Soissons. Et je lui dis, Jonathan, tu sais quelque chose? T'es au mauvais endroit. T'es pas bien où tu es. Comme ça, je lui disais, me dit, je le sais, maman. Et tout. Je dis, viens à la maison. Alors, j'essaie de pouler mon mari. Je lui dis, allons chercher les valises. Il a encore les valises. On va chercher les valises parce qu'il n'avait pas fait toutes ses affaires et tout. Je dis, on y va, on va chercher ses valises. Il serait venu à la maison, hein, parce qu'il était malléable. Vous, Mathilde, quand vous me dites ça, vous êtes en train de vous dire que peut-être que si vous l'aviez eu à la maison, ce serait pas arrivé. C'est ça que vous dites. Que ce ne serait pas arrivé, mais je l'aurais... Non, parce que la mort, quand l'ange de la mort, je l'appelle comme ça, quand l'ange de la mort vient vous chercher, il vient vous prendre. Oui. La seule chose, c'est que j'aurais voulu que... Ce soit chez vous. Chez moi, et que... je comprends. Même si j'avais fait pratiquer les massages, et après, c'est le destin, quoi. Oui, je comprends. Il serait parti, mais il serait avec nous, quoi. Parce que où il était, il est parti... sans vous. Sans moi. Loin. En fait, c'est presque ça aujourd'hui qui reste le plus, on va dire, le plus difficile, le plus gros regret. Vous voyez, vous acceptez le fait, mais dans le fait, il y a quelque chose qui retient encore. Ouais, je comprends. Oui, parce que là, je me dis que, même son frère, hein, il s'est massé. Il s'est fait un massage cardiaque, oui. Ouais. Je lui ai montré, ils savent tous faire ça. Vous dites que vous auriez peut-être pu le sauver aussi.
Oui, et parce que, vous savez quelque chose, on vous dit pas tout, mais moi, je suis presque dans le milieu médical et toute ma famille, ils sont. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que on vous dit pas tout, parce que quand je suis arrivée, j'ai parlé avec, comment dire, c'est qui prend les dons d'organes là. Oui. Elle m'a dit sans cerveau. Alors j'ai compris tout de suite. Ça veut dire que s'il avait été massé, l'irrigation n'a pas été faite. C'est ça. Ah oui, je comprends. Et ils ont perdu trop de temps. Ouais. Parce que c'est les secondes et les minutes qui comptent. Oui. C'est les secondes qui comptent. Et après, on peut compter 2, 3 minutes, 5 minutes, mais pas plus, quoi. Oui, je comprends. Et après, le sang, il faut que ça monte au cerveau. Hein. Sinon, on est foutu, quoi. Il faut irriguer tout de suite, quoi. Et quand il m'a dit sans cerveau, j'ai compris tout de suite. On ne peut pas vivre sans cerveau. Oui. Vous comprenez? C'est ça. Mais elle pouvait pas tout me dire. Mais un mot me suffit. Hein. J'avais déjà vu le truc, j'ai compris. De toute manière, quand le jeune homme m'a téléphoné, j'ai dit à mon mari, on y va, il est mort. Il m'a dit non, dis pas ça. J'ai dit oui. Je le vois, il est mort. Parce qu'il était en panique. Il était en panique, le jeune homme, et tout. Et là, j'essaie quand même de retracer les choses parce qu'ils ne nous ont pas tout dit. Parce que je veux avoir le SAMU venu, les pompiers sont venus. Je veux avoir le rapport. À quelle heure ils ont été contactés. Je veux tout ça. Je suis en train de faire tout ça. J'ai déjà écrit au procureur. Il m'a écrit une lettre abracadabra. Je passe ça. J'ai déjà recommencé une autre lettre pour qu'il puisse me donner tous les détails, tout. Pour que je puisse faire mon deuil, il me faut tout ça. Sinon, je peux pas. Il me faut tout ça. Ben oui. Et la seule chose, c'est que c'est mon deuxième, mon aîné, quoi. Ça me met en rage encore de voir comment il est, quoi. Mais il a... Oui, mais là, Mathilde, peut-être que, voilà, il y a aussi un autre message dans ce qui vous arrive, c'est de lâcher un petit peu quelque chose, hein. Vous voyez, il y a un auditeur qui vous dit, bon courage, il faut absolument qu'elle pense à elle. Peut-être qu'un séjour à l'ombre d'un flamboyant lui permettrait de se ressourcer. C'est joli comme message. Oui. Mais comme j'ai beaucoup d'humour. Oui, je sens, mais du coup, beaucoup de... Oui, bien sûr, mais vous savez ce qu'on dit. Je rigolais. Non, mais c'est parce qu'en ce moment, vous êtes là-dedans, mais sans doute, vous savez comme moi, Mathilde, et votre psychiatre vous l'a expliqué, que dans le deuil, on passe par plein de phases très longues et très lentes, et que là, aujourd'hui... je suis dans la colère toujours. Hein. Voilà, et dans cette... pas la colère. Hein. Bien sûr, et puis vous avez besoin de ce sourire pour vous maintenir vivante, parce que les larmes, aujourd'hui, ce serait trop. Vous voyez, ce serait trop dangereux pour vous. Donc elles viendront plus tard. Non, j'ai pleuré, mais c'est que c'est ma façon d'être comme ça. Bien sûr, et pourquoi quand j'ai accouché, j'ai accouché comme les grand-mères, quoi. Je souffrais, mais je riais. Oui. Parce que c'est ma nature. Oui, exactement. C'est votre façon à vous de vous battre. Oui, de tenir le coup, et puis il reste encore les autres enfants. Hein. Donc c'est compliqué. De mon fils, de mon aîné qu'il aille mieux, mais il va un peu mieux. Mais j'aimerais aussi, mon mari disait qu'on a acheté une maison, on a fait une grande maison et pour les enfants. Et c'est ça qu'il disait, quoi. On fait une maison pour les enfants. Oui, je sais bien. Il y a déjà 2 qui sont... Oui, mais Mathilde, il y a encore les autres qui sont là. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage. Merci de nous avoir appelés, Mathilde. Oui, merci à vous, soir. parce que ça fait un moment. Hein, oui, je sais que vous aviez très envie de passer à l'antenne et de vous confier un peu. Un peu, oui. Merci, Mathilde. J'espère que ça vous aura un petit peu apaisé ce moment avec nous. De toute manière, c'est toujours profitable d'entendre. Bon courage, Mathilde. Bonsoir. Bonne nuit à vous. Au revoir. Et merci. Avant d'accueillir Francis à l'antenne, Eliette, si vous nous entendez, vous avez essayé de nous joindre sur le 39 21 et Quentin a essayé de rentrer en contact avec vous. On a voulu vous rappeler, mais le numéro n'est pas le bon. Voilà, donc Eliette, si vous souhaitez toujours passer dans l'émission, appelez-nous 39 21. Francis, vous êtes là ? Oui, je suis là. Bonsoir Francis. Bonsoir. Sophie. Sophie, pardon. Oui, mais c'est normal quelquefois qu'on hésite. Il y a quelquefois c'est Caroline, quelquefois c'est Sophie. Non, je plaisante. Voilà. Par contre, un petit peu impressionné de passer déjà d'une. Oui.
Et par rapport à ma situation, la chanson qui est passée juste avant correspond tout à fait à ma situation. Un jour au mauvais endroit, hein, c'est un sacré titre. Oui. Voilà. Donc voilà, je vous explique vaguement. Comme tout le monde, j'ai une famille. Et par contre, j'ai eu quelques problèmes de santé et de autres. Oui. Et par contre, j'ai été refoulé par rapport à la famille, je parle. Oui, c'est-à-dire que votre famille ne vous a pas tellement accueilli dans vos soucis? Non, pas du tout. Là. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Oui, c'est moins qu'on puisse dire, oui. Voilà, quoi. Oui, est-ce que vous pouvez me citer une anecdote, un fait, quelque chose qui vous est arrivé pour que je comprenne mieux? Un fait, donc il y a quelques années, même très proches, il y a eu des repas de famille, alors que, je vais vous expliquer vaguement, alors que j'étais bien accroché dans la famille, du jour au lendemain, pour une raison quelconque que je ne peux pas encore comprendre, j'étais exclu, on va dire, pour appeler les mots comme tels qu'elles sont. Ça s'est traduit comment, Francis? C'est-à-dire que j'ai été considéré comme quelqu'un de sympathique, qui était discutant de tout et tout. Et du jour au lendemain, sur quelques années, les contacts se sont réduits. Oui. Et après, j'étais exclu. Vous parlez de quoi? De vos frères et sœurs, de vos parents? Quand vous me dites la famille, il s'agit de qui? Alors, c'est un peu compliqué. C'est pas un peu compliqué. Donc, j'étais né d'une mère qui m'a eu, qui était extrêmement jeune. Oui. Oui, elle avait 17 ans, de toute façon, je peux en parler franchement. Donc, elle a été... dans la situation, c'était dans les années 55 à 56. Oui. Elle a rencontré un homme pour lequel elle est tombée très amoureuse. Donc, c'est moi qui suis né de cette histoire-là. Par contre, lui était déjà pris de son côté et il a dit que de toute façon, c'était pas possible qu'il aille avec elle. Donc, comme c'était à la campagne à l'époque, pour vous resituer, elle a été mère-fille à 17 ans. Oui, mère-fille, à la campagne dans les années 50. Oui, dans les années 50, oui. La faute, quoi. Oui, je dirais pas la faute, parce que c'est vrai que quand j'ai eu la possibilité de discuter avec elle, c'était vraiment le fruit. Je suis sûr que je suis né du fruit de l'amour, quoi. Oui, j'entends bien, mais j'imagine, alors peut-être je me trompe dans ce que vous me racontez, que le regard qui a été posé par sa propre famille à elle, elle a dû le ressentir, elle, ce sentiment de rejet ou d'exclusion dont vous parlez aujourd'hui, non, votre maman? Oui, tout à fait. Oui, tiens donc, oui. Ah oui. Mais oui. Carrément. Parce que, je ne sais pas si on peut retransmettre, ça me paraît difficile, mais dans les années 56, 57, non, retransmettre non, Francis, mais on peut continuer d'explorer votre histoire ensemble. Mais là, dans ce que j'entends, avec les quelques éléments que vous venez déjà de me donner, c'est qu'en fait, quand vous me parlez, vous, du fait d'être exclu, vous me parlez finalement de votre ressenti, de quelque chose que vous ressentez. Hein. Oui. Et visiblement, quand je vous demande des faits, c'est un peu moins évident d'en parler. C'est quelque chose que vous vivez, je n'en doute pas. Mais que vous ressentez, c'est-à-dire qui est à vous, que vous avez peut-être interprété des événements ou des faits sous cette information-là qui s'est traduite par on m'invite moins, je me sens exclu. Or, ça crée un lien avec l'histoire de votre maman.
Et que quelquefois on a des fidélités ou des loyautés un peu inconscientes qui vont se nicher bizarrement, hein. Ça peut paraître comme ça un peu étrange, mais on fabrique quelquefois des choses dans nos vies qui rejouent des histoires de nos propres parents, en fait, qui sont pas à nous. Et je me demandais si, dans votre façon de ressentir ce sentiment d'exclusion, est-ce qu'il n'y a pas un lien avec l'histoire de votre maman, d'une fidélité, de quelque chose d'inconscient? Par rapport à moi ou par rapport à la famille en général? Par rapport dans ce que vous vivez de votre ressenti d'exclusion de cette famille, qui pourrait être quelque chose de fidèle à ce que votre maman aurait ressenti elle étant jeune. Ah, ça, par contre, je crois que toute personne, que ce soit homme ou femme, a toujours une grande sensibilité par rapport à sa mère, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais par contre, elle s'est toujours, comment dire, elle a toujours été refoulée par ses frères et sœurs par rapport à ça, quoi. Ouais, par rapport à ma naissance. Et vous, ce que vous vivez, elle est toujours vivante, votre maman, Francis? Et non, elle est décédée. Elle est décédée. Non, excusez-moi. Oui, je vous en prie, Excusez-moi de vous parler, mais en plus, elle est morte d'un cancer généralisé et elle est morte le jour de la femme. Ah, le 9 mars. Ah, 8 mars, pardon. Oui, à 8 mars. Oui. Voilà. Et par contre, donc, elle avait eu une aventure avec un homme. Donc, ce qui fait que tous les enfants qu'elle a eu après, c'était mes demi-frères et sœurs. Oui. Et ça n'a jamais bien collé, quoi. Oui. Ouais. On dirait que vous portez en vous, vous voyez, mais dans votre chair, dans votre histoire, dans votre naissance, cette histoire d'exclusion, cette histoire de rejet. Ah oui, tout à fait. Oui. D'enfants un peu différents des autres, parce que pas dans les clous, j'ai envie de dire. Enfin, vous voyez, du mariage, de l'alliance. Et c'est très beau quand vous me dites, mais je suis issue, voilà, d'un acte d'amour, de quelque chose qui a été de l'amour. Et voilà, j'imagine que oui, que cette jeune fille qui était votre maman a vécu une belle histoire, vous voyez. Mais en même temps, sans doute qu'aujourd'hui, vous continuez à être marqué par ça. Ah oui, tout à fait. Parce que je ne veux pas vous cacher, j'ai 57 ans, donc c'est vrai que j'ai eu tout un parcours qui a été extrêmement difficile, parce que d'une, elle était rejetée par ses frères et sœurs. Elle était rejetée par ses frères et ses sœurs. Et moi, on va dire que j'étais un peu le fils... que elle, je répète bien, c'était le fruit de l'amour, mais par rapport à ses autres frères et sœurs, c'était celle qui avait fauté, quoi. Oui, le péché, hein, vous êtes l'enfant du péché. Mais en même temps, ses frères et sœurs, comme si je comprends bien, voilà, elle a après donc fondé une famille avec un autre homme, et donc vous avez des demi-frères, des demi-sœurs. Est-ce que là, du coup, ça n'a pas permis un peu de modifier le cours, vous, de votre histoire de famille, c'est-à-dire de votre présence? Non, je vais vous expliquer, parce que donc quand elle m'a eu, donc après, moi, c'était la fille célibataire à 17 ans dans les années que je vous ai dit. Et par contre, elle s'est mariée avec un autre, elle s'est mise en couple avec un autre homme. Et moi, j'ai toujours été, je dirais pas désiré, mais... Oui, je comprends. En retrait, quoi. Voilà. Oui. Et donc, c'est vrai qu'après, les relations n'ont pas toujours été très bonnes. Oui, alors, en plus, si vous avez vécu ça enfant, ça a pris de la place, vous voyez, c'est assez fort. Donc, du coup, vous êtes sans doute plus enclin à interpréter les relations avec les gens aujourd'hui. Vous êtes plus sensible à ça, on va dire. Vous avez développé une sensibilité très forte, de fait. Oui, parce que... au rejet. Oui. Bon, par contre, je vais peut-être vous dire une chose qui va peut-être... non, allez-y, que vous allez peut-être comprendre. Mais quand j'avais une dizaine d'années, j'ai été violé par une personne. Une dizaine d'années? Oh là là. Quand j'avais 10 ans, quoi. 10-12 ans, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai qu'en plus, pour bien être...
pour bien que vous puissiez comprendre, Oui. j'ai été donc mes grands-parents, parce que j'ai été élevé aussi par mes grands-parents, pour bien mettre les choses au Ah, clair. pas avec le reste de la fratrie? Ah non, 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 non. Parce que bon, comme je Oh vous là. disais, mon père géniteur, Oui. quand il a su, de toute façon, ma mère savait pertinemment qu'elle ne pouvait pas continuer sa vie avec elle, parce que lui, il était déjà engagé quelque part, quoi. Voilà, donc, et en plus, moi, après, moi, quand il m'a conçu, mon père géniteur que je n'ai jamais connu, bon, donc, elle le savait. Donc, après, elle s'est remariée, elle s'est mise avec une personne qui l'a épousée, Oui. qui m'a reconnu également. Et moi, entre deux, j'ai été violé. À Comme l'é- ça. à l'époque, vous étiez chez vos grands-parents, donc. Mais de toute façon, je suis né chez mes grands-parents et j'ai toujours resté, jusqu'à l'âge Mm. de 33 ans, je suis toujours Mm. resté chez mes grands-parents, quoi. Et Et Francis, vous me disiez que vous aviez 57 ans aujourd'hui. Vous oui. avez fondé une famille, vous avez une compagne. Quelle est votre vie? Non, pour l'instant, j'ai pas de j'ai pas. Bah, c'est vrai Oui. que par rapport à tout ça, c'est vrai qu'après, pour construire quelque Mais chose, oui, je comprends. C'est pour ça que je vous pose cette question. c'est un C'est terrible. peu. Oui, c'est difficile, bien sûr. Vous partez dans la vie. Vous avez, je sais pas, fait un peu un travail sur vous. Vous avez comment vous avez avancé sur votre chemin avec tout ce démarrage, avec cette Bah, enfance, avec. bah, parce que moi, oui, excusez-moi, mais parce que moi, je pensais que après, de toute façon, la famille, ce qui est mes oncles et tantes, de toute façon, étaient au courant forcément, quoi. Mais par contre, de ce côté-là, j'ai aucune aide, quoi. Oui. Alors Ah, donc là, oui. Ah, je vous entendais plus, Francis. J'ai cru qu'on vous pardon. avait perdu. Oui. Non, 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 je suis toujours, ouais. Donc, mes oncles et tantes, parce que de toute façon, comme je vous disais, j'ai toujours été élevé par mes grands-parents maternels, Ouais. parce que forcément, de l'autre côté, j'avais aucune relation, etc., quoi. Donc, j'avais commencé à faire des démarches pour justement rencontrer mes grands-parents paternels, etc., quoi. Mais de toute façon, ça c'était toujours un refus total. Hmm. Ouais. Donc après, mais pour me construire, ça n'a pas été évident, Ah quoi. bah non, je comprends. Hein. Et voilà, quoi. Donc c'est vrai, s'il y a des personnes qui sont dans le même col, je suis prêt à discuter avec eux pour. Ouais, mais ce qui serait bien, Francis, quand même, ce serait que, alors je sais pas si c'est possible pour vous, mais voilà, que vous restiez pas comme ça, bien sûr, hein, c'est formidable de nous appeler et d'espérer que des auditeurs rentrent en contact avec vous, mais Oui. vous savez, quelle que soit notre histoire de vie, quelle que soit finalement les difficultés ou même les traumatismes, hein, dans votre cas, avec lesquels on démarre dans la vie, on Oui. a à la fois, j'ai envie de dire, une part de liberté ou de responsabilité, en tout cas toujours cette chance qui nous est donnée de pouvoir faire quelque chose de cette vie qu'on a, même si elle est terrible, difficile, et que vous voyez, je suis triste en vous écoutant de me dire, voilà, Francis, vous avez 57 ans, c'est important là. On parlait tout à l'heure avec Mathilde de prendre soin de soi. Francis, je comprends d'où vous venez et ce que vous pouvez traverser, mais pour vous, faites-le pour vous. Vous voyez, c'est-à-dire que même si, voilà, si bien sûr qu'ici il y a des gens qui appellent, on vous mettra en contact avec eux, mais c'est vous qui allez le mieux vous aider, Francis, là. Vous voyez, c'est vous votre meilleur ami, celui qui va pas, parce que si vous commencez à vous rejeter, ça va être difficile. Non, excusez-moi non, Je vous en moi, prie. par contre, moi, de mon côté, c'est pas moi, je me suis toujours battu. Justement, c'est pour ça que je me suis battu Ouais. par rapport à ma famille. Or que j'ai pas entendu. Je veux pas dire que je voulais entendre le message que je voulais savoir, quoi. Mais
c'est comme une merde, personne ne voulait parler, mais personne ne voulait en parler, quoi. Ouais, mais oui, c'est un tabou. En fait, vous êtes un enfant tabou de la famille. Oui, je suis un enfant de l'amour, parce que là, c'est sûr, par rapport à ma mère. Mais par contre, quand j'en parle avec... comme je vous disais, j'étais élevé chez mes grands-parents et le viol que vous avez subi, disons, vous en avez parlé avec votre maman, était au courant, vos grands-parents, quels sont les adultes qui vous ont aidé? C'est resté pour vous un secret? Et vous l'avez dit à personne? Ben si, je l'ai dit, mais quand on vous a pas cru? D'une, je l'ai pas dit quand c'est arrivé, parce que moi, à 14 ans, 12 ans, 14 ans, on sait pas trop. Oui, on sait pas trop. Et donc, je l'ai répété, mais c'était il y a 25 ans à peu près, quoi. J'en ai 57, donc j'ai révélé grosso modo à 30 ans. Mais là, tout le monde m'a regardé bizarrement. Mais oui, c'était... Oui. Encore une fois, je peux comprendre vos... Mais Francis, c'est important, voilà, que vous restiez pas tout seul avec toute cette histoire. C'est une histoire importante, quand je dis importante, lourde pour vous, lourde à porter pour vous. Vous pouvez pas la porter seule. Et que là, c'est important. Et donc, je sais, vous appelez justement pour ne pas la porter seule ce soir. Donc là, on échange tous les deux. Mais ce qui semble, voilà, on va se quitter. On va arriver au journal. Et moi, je vous invite vraiment à ne pas rester tout seul avec votre histoire, parce que vous allez aller de rejet en rejet. Et il faut aller à votre rencontre, là, Francis, vraiment. Oui, mais que puis-je faire par rapport à ça, quoi? C'est ça, moi, la question qui me... Mais je pense que ce serait bien que vous alliez consulter un thérapeute, un psy, enfin, quelqu'un avec qui vous sentiez bien et en confiance pour lui confier cette histoire, la vôtre, et que petit à petit, vous replantiez avec lui les graines de votre histoire, que vous repreniez contact avec vous-même, que vous puissiez, mettre un peu les pansements sur vos blessures, vous réparer un peu. Parce que, oui, ce sont de grosses blessures quand même. Bien sûr, mais bien sûr ce sont des grosses blessures, Francis. Énormes même. Et donc c'est parce qu'elles sont énormes qu'à porter tout seul, c'est trop lourd. Et que vous avez besoin d'être aidé pour ça. Et que quelqu'un prenne soin de vous. Alors ce quelqu'un, c'est vous, en allant vous confier à quelqu'un qui va... Pourtant, excusez-moi encore. Non, je vous en prie. Mais c'est vrai que moi, je me suis battu pendant plusieurs années, quoi. Oui, je comprends. Mais en plus, pas un seul, quoi. Oui, mais c'est très courageux, Francis, et c'est tout à votre honneur. Simplement, à un moment donné, on s'épuise. Et qu'après, on perd ses ressources. Vous voyez? Là, par contre, c'est vrai que je suis... au bout de mes ressources. C'est ce que j'entends. Et donc, faut pas aller trop loin. Et vous savez, c'est important de faire cette expérience de la fragilité qu'on peut confier à quelqu'un d'autre, qu'on peut demander. On est tous là pour ça aussi sur cette terre, de s'aider, de pouvoir compter sur l'autre quand ça va pas. Vous avez besoin de pouvoir compter sur quelqu'un qui va vous écouter, qui va vous tenir la main et qui va vous aider à reprendre votre chemin. Ça me semble très important. Et que ce soit difficile pour vous, évidemment que c'est trop lourd à porter pour vous. Bon courage, Francis. Bonne chance à vous et merci de nous avoir appelés ce soir à l'antenne d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1, nous sommes ensemble encore pendant 1 heure de direct, d'échange, de partage, car parler de nos soucis permet de nous rendre la vie plus légère. L'antenne est à vous, il vous suffit de composer le 39 21 pour partager avec nous vos préoccupations, des événements de votre vie. Vous pouvez aussi échanger avec nous, avec les auditeurs, par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit, ou nous adresser un mail sur le site d'Europe 1. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez dialoguer avec un ou une auditrice dont vous partagez les émotions
question auquel vous avez envie d'apporter votre conseil. La nuit se poursuit avec au standard Quentin et Fabrice à la réalisation. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Eliette. Bonsoir Sophie, merci. Toujours heureuse de passer en antenne avec vous. Madame Voilà, bienvenue. Merci. Je vous amène toujours mes petits soucis sentimentaux. Alors, c'est pas toujours évident pour moi. C'est ce que je disais à Quentin, mes relations finissent toujours mal. Ah, est-ce que vous avez repéré un peu, qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'il y a des choses qui se ressemblent dans ce qui se termine mal? Ça se ressemble jamais, mais en définition, je vois les relations. J'ai eu une relation pas longtemps, au mois de mars, et la personne est venue, je vous avais déjà parlé, je pense, une fois, il est venu de loin, une fois dans le mois, 3 mois, ça n'a pas duré, et il est parti en boudant, en me faisant la tête, sans rien me dire au revoir, sans savoir pourquoi, Sans savoir pourquoi. Sans savoir pourquoi. Et j'ai pas cherché à savoir parce que j'ai pas rappelé. Mais Eliette, j'ai une question. Est-ce que ces hommes-là, ils vous plaisent ou bof? Bof. C'est bof. Parce que je suis en train de me dire, qu'est-ce qui vient d'Eliette? C'est-à-dire, quand je dis qu'est-ce qui vient d'Eliette, c'est finalement, est-ce que Eliette, elle les choisit pas un peu par défaut et que du coup, ça se passe pas super bien? Vous voyez, c'est pas vous qui êtes en cause, c'est-à-dire que ils s'en vont ou ça, vous me dites, ça se termine mal. Alors, peut-être ça se termine mal, pas parce que vous avez un souci, vous êtes pas bien, peut-être juste ça se termine pas bien parce que vous les choisissez pas complètement comme il vous plairait, en fait. J'arrive jamais. Je rencontre les gens, je vais vers les gens. J'ai beaucoup, comme disait Quentin, j'ai beaucoup de messages, comme je rencontre que sur Internet. Mais peut-être, je ne sais pas les choisir, je ne sais pas moi-même. J'aimerais avoir une réponse à ma question, je ne sais pas. Et ça, comme je disais, ça se finit toujours mal. Et les gens s'en vont en boudant. C'est toujours, ça se termine toujours de la même façon? Toujours. Je suis allée à Paris, j'ai perdu ma soeur au mois de décembre. Je suis allée à Paris au mois de décembre et au mois de mars. Au mois d'avril, je suis revenue. J'avais quelqu'un que j'étais en contact aussi sur Internet. Je suis écrit en disant que j'étais à Paris de venir me rejoindre à la gare. Oui. Il m'a rejoint, ça s'est bien passé. Il m'a conduit dans le train, il m'a monté ma valise. Tout bien passé. Bisous, au revoir. On s'est recontacté après. Et après, en lui disant, t'as Skype, est-ce que t'as Skype? Est-ce que tu es sorti ou tu travailles? Et en revenant du travail, il m'a dit, je me suis faite, j'ai entendu de tous les noms. Ah bon? Juste pour ça, juste pour ces 2 mots-là. Sur les 2 mots qui disaient quoi? J'ai dit, est-ce que tu es sur SMS? Est-ce que tu es Skype? Oui. Il me dit non, pourquoi tu me demandes ça? Je dis pour pouvoir se parler, se voir. Oui. Se voir. Il me dit, moi, c'est pas mon truc, je préfère le naturel, je te paye ton train, tu viens me voir. Tu viens me voir à Paris. Mais je dis, je vais jamais vers l'inconnu, c'est à toi de venir me voir. Va vers moi. Et je lui ai demandé aussi, quand il m'a laissé un message, je le rappelle, j'ai dit, je ne sais pas si tu es sorti ou tu travailles. En revenant du boulot, j'ai entendu de tous les noms. En étant à 500 km, j'ai vu qu'une fois la personne. Mais de tous les noms, c'est-à-dire, il vous reprochait quoi? Il me disait, c'est pas la peine de comme ça, tu comprends rien, tu penses pas, quand je te dis quelque chose, tu t'en souviens pas, tu oublies vite, et vas-y comme ça. J'ai pas pu dire un mot, je l'ai écouté. Après, il me dit, au revoir, à plus tard, tu restes chez toi, mais je reste chez moi. J'ai vu qu'une fois la personne. Oui, alors vous êtes peut-être tombé sur un drôle de loulou, mais à chaque fois ça se ressemble comme ça, Eliette? Plus ou moins. Je vous avais parlé, Sophie, j'ai une seule personne qui m'a appelé ce matin, qui n'est pas libre, qui habite à 200 km de chez moi. Oui. Il m'appelle toujours. C'est la seule personne, ça fait 3 ans que je reste en bon terme avec. Et mais lui, il n'est pas libre, par contre. Lui, il n'est pas libre, mais il m'appelle toujours comme ça. Comme un peu en ami, quoi, un peu pour discuter, c'est ça? Oui, pour discuter que du boulot, que de
de la vie en général. Oui. Mais tous les autres, c'est sexe, c'est les rencontres, c'est que sexe. Moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie d'une relation basée sur la sincérité, la complicité. Et ça, vous le dites d'emblée, Eliette, ça? Est-ce que vous êtes clair d'emblée ou pas? Je le dis tout le temps. Hmm. Il y a une personne qui habite à 15 km de chez moi qui veut venir me voir que pour la sexualité. J'ai dit non. Oui. Franchement, à chaque fois, je leur dis non. Oui. Il insiste, j'ai dit non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Il est libre, il a la cinquantaine, il est libre. Mais j'ai pas envie de lui, j'ai pas envie que de ça. Oui, je comprends. J'ai pas envie. Et je me dis, est-ce que je vais vieillir toute seule? Est-ce qu'il y aura quelqu'un pour moi? J'arrive pas à... Oui, bien sûr, mais vous voyez, il y a Christelle qui dit bien se connaître permet de mieux connaître l'autre, il faut des critères de sélection éclairés. Sans doute que effectivement dans votre inquiétude et voilà, je peux le comprendre d'être seule, peut-être que voilà, vous laissez la porte entrouverte à des hommes qui vous plaisent pas vraiment, donc après ça vous met peut-être dans des postures un peu ambivalentes, c'est-à-dire je veux et je veux pas. Quand on n'est pas totalement fan, mais que on est sur ce genre de réseau plus pour pas être seul que pour la personne elle-même, ben ça donne jamais quelque chose de, vous voyez, d'une relation dans laquelle il pourrait vraiment s'échanger quelque chose de cœur à cœur. Peut-être qu'il faut que vous soyez un peu plus ferme, ou en tout cas un peu plus exigeante par rapport à vous-même, pas par rapport aux autres, hein. Pas exiger des autres, mais exiger de vous. Ben, je pense que je suis exigeante, premièrement par rapport à moi-même. Oui. Mais je me dis, quand j'apprécie la personne, c'est lui qui m'apprécie pas. On me voit souvent par rapport, je vous avais dit la dernière fois, à ce que je me mets sur moi. Bah, c'est souvent la première image qu'on donne de soi. Ben, je suis jolie en photo. Oui. Je le disais ce matin à une amie, j'ai dit, moi, je suis jolie en photo, mais j'aimerais qu'on me voit en naturel la même chose. On me dit, tu es comme ça, tu es jolie comme ça. Est-ce que en réel, c'est comme ça? Mais oui, je suis comme ça aussi. Oui, donc en réel, c'est pareil. C'est pareil, mais les hommes vous prennent pas comme ça. Ils vous voient en photo, et quand on vous voit, c'est plus la même chose. Vous voulez dire qu'ils ont l'air d'être déçus? Bah, oui, il y a certains où on me voit que pour l'amour, que pour l'intimité. Je veux pas ça. Et oui. Est-ce que c'est pas votre crainte, Eliette? Parce que quand vous parlez des autres, vous savez, quand on parle des autres, on parle de soi aussi. Et que quand vous me dites, il me voit comme ci, il pense que ci, il pense que ça, alors vous interprétez beaucoup ce que fait l'autre, mais vous là-dedans. Je vous le dis, Sophie, parce que c'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on me dit moi. Oui, alors c'est ce qu'on vous dit vous, mais qu'est-ce que vous répondez à ça à ce moment-là? Ben souvent je réponds pas. Quand j'ai quelqu'un par exemple qui vous dit, voyez dès le début, de savoir si vous êtes aussi jolie en vrai qu'en photo. Comment vous répondez déjà à ça? Je dis je suis la même, je suis moi-même. Il faut me rencontrer pour savoir. Si on me rencontre pas, on ne peut pas savoir si je suis la même. Si je suis habillée en paréo, je pense pour eux les hommes ça change que quand je suis habillée en robe. Je suis une femme sexy en plus, hein, malgré mon âge. Il n'y a pas d'âge, vous me direz pour ça. Non, il n'y a pas d'âge, je vous confirme. Il n'y a pas d'âge. Alors, mais est-ce que quand je suis habillée en paréo, on me voit plus jolie que je ne peux pas aller faire mes courses ça fait exotique, hein, le paréo, Eliette. Je ne vais pas vous dire le contraire. Hein. Si vos photos sont en paréo, ça fait un peu plus rêver qu'une robe à l'occidentale. Hein. Oui, ça fait beaucoup rêver. Mais je ne vais pas aller faire mes courses dans une grande surface comme ça. Ah non, c'est clair. Non. Mais alors, il y a un auditeur qui dit, si elle laissait tomber Internet? C'est ce que je me dis, mais je me le dis souvent. Mais comme je suis toujours seule à la maison, j'ai toujours tendance à les faire curieuse.
Ouais, allez faire la curieuse. Et si vous changiez totalement votre façon d'approcher, en fait, de répondre, ou, vous voyez, il y a quelque chose à changer. Alors, je sais pas quoi, parce que je suis pas avec vous, devant l'écran, mais il y a sans doute une façon, soit de répondre, soit de vous présenter, soit ceux sur lesquels, j'allais dire, vous cliquez, ou ceux que vous acceptez, avec lesquels vous acceptez de discuter. Vous voyez, il y a sûrement quelque chose à modifier pour vous entraîner ailleurs. Parce que quand on répète toujours la même chose et qu'un scénario se répète, c'est que il y a quelque chose. Il y a un petit scénario. Il y a une petite musique qui est toujours la même. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a une fausse note, quoi. Alors quoi ? C'est pas vous qui faites une erreur. C'est simplement qu'il y a peut-être à inventer, à innover, à faire un petit peu autrement. Vous voyez, ce qui va vous permettre de changer votre croyance. Parce que là, pour l'instant, vous êtes en train du coup de vous enfermer. Comme vous vivez à chaque fois un peu ce même scénario, vous risquez de vous enfermer dans la croyance. Ils en veulent qu'à mon physique, ou ils veulent ceci, ou ça se termine toujours mal. C'est-à-dire qu'après, c'est vous qui fabriquez le scénario puisque vous le connaissez. Donc ça vous entraîne. C'est le hamster dans la roue. Donc il faut faire autrement. Alors je sais pas. Autrement. Est-ce que ce sont, j'allais dire, alors ça peut être soit les profils, excusez-moi, les profils avec lesquels vous rentrez en contact. Est-ce que c'est souvent je vois pas. Excusez-moi, souvent il y a les personnes sans photo. Je réponds quand même. Quand on me répond, si c'est quelqu'un de libre. Je réponds toujours. Eh ben oui, mais vous voyez, alors il y a Yvan qui envoie un message en disant vous allez peut-être trop vite ou trop en attente. Là, on comprend que vous allez un peu vite. Trop en attente. Trop en attente et vite aussi, vous voyez. Pas vite, je suis trop en attente parce que en attente. Quand j'ai personne, quand j'ai pas un homme dans ma vie, je rêve. Oui. Je rêve toujours d'un homme. Je rêve toujours je suis toujours dans les bras d'un homme. Quand j'ai quelqu'un, le rêve n'y est pas. Mais quand j'ai personne, et je rêve d'un homme. Je rêve toujours d'un homme, d'être serré dans. Peut-être j'ai besoin d'amour, peut-être j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin de tout ça qui m'a beaucoup manqué. Parce que j'ai beaucoup souffert de ça. Comme je suis veuve, j'ai beaucoup souffert d'amour. Oui, mais en plus, c'est beau d'entendre une femme dire, moi j'ai besoin d'un homme, d'être dans les bras d'un homme. On entend souvent des femmes. Quand j'ai pas ça, j'en rêve la nuit. Je rêve souvent que je suis dans les bras d'un homme. Oui. Je rêve souvent de tendresse, d'affection. D'affection, de tendresse. Ouais. J'aime les mots, mais j'aime la réalité. La présence, aussi. Oui, j'entends. La présence. Oui, je comprends, il y a de ces jolies. La présence de quelqu'un. Oui, c'est très beau. Alors, il y a Carmen qui dit, et si vous changiez la photo qui est peut-être un peu trop sexy, qu'est-ce que vous en pensez? Je me sens bien comme ça. Je comprends. Mais vous pourriez la mettre en deuxième photo. Vous savez, on peut mettre plusieurs photos, non? Mais comme sur les sites, on peut mettre jusqu'à 10 photos. Ah, d'accord. Les gens peuvent aller voir. Et les gens peuvent voir les photos. Comme la dernière photo que j'ai mis, ça fait comme une robe de paréo vers anis avec les fleurs de. Oui, les fleurs d'hibiscus. Oui, voilà, l'hibiscus. Oui. Je peux vous dire, ça flash aux yeux. Oui, mais alors peut-être c'est un peu ce que sous-entend Carmen là dans son message, c'est que du coup ça attire en fait voyez des hommes on va dire un peu par exotisme, et que du coup voyez, avec internet vous allez un peu à la pêche, alors vous pêchez pas le bon poisson. C'est-à-dire qu'avec le paréo vous pêchez le poisson qui vous plaît pas finalement. C'est vrai, je pêche pas le bon poisson. Voilà. Et j'ai pas toujours mis les paréos. Les paréos, c'est pas longtemps. Ah d'accord. Et donc et avant les paréos, c'était comme ça aussi? C'était les robes. Oui, mais vous arrivez à le même genre d'histoire, le même genre de. Oui, c'était la même chose. C'était la même chose parce que j'étais en robe toujours sexy ou sans bretelles, où on voit bien les seins, la forme des seins. Ça y est, j'ai toujours eu des contacts à n'importe quelle photo. Oui. Mais alors, vous voyez, Eliette, et là je rejoins tout à fait le message de Lou que je trouve tout à fait intéressant. Il y a Lou qui dit, j'ai l'impression qu'Eliette mise beaucoup sur son physique et qu'au final elle en souffre.
vous êtes dans un paradoxe, Eliette. C'est que d'un côté, vous dites, ils en veulent qu'à mon physique, mais la façon dont vous vous présentez, mais parce que c'est votre séduction, c'est parce que ça vous fait plaisir aussi, et il n'y a pas de souci avec ça. Mais soit vous assumez, voyez cette image un peu sensuelle et belle que vous donnez de vous, soit vous n'êtes pas à l'aise avec parce qu'elle attire un profil d'homme qui vous convient pas. Mais il va falloir choisir, voyez un peu votre camp là. Et quitte à après, bien sûr que vous pourrez dévoiler toute votre sensualité pour l'élu de votre cœur. Mais moi, on me dit toujours comme ça. Excusez-moi, Sophie, on me dit toujours jolie. Même la personne que je suis en contact, t'es une belle femme, même pour ton âge, même les jeunes. Mais moi, je me trouve pas jolie. Moi, je suis une femme ronde. Je suis une femme des îles, mais je me vois pas jolie. Je suis complexée. C'est pour vous rassurer que vous mettez des jolies photos de vous comme ça. Vous avez besoin d'être. Mais j'ai toujours de belles photos, mais je me. Mais vous avez besoin d'être rassurée sur votre physique. Non, j'aime pas quand on me le dit. Moi, quand on me dit ça, je vois toujours qu'on se moque de moi. Oui, mais là c'est étrange parce que d'un côté vous me dites que vous êtes une jolie femme et que vous le savez, et en même temps. C'est les hommes qui me le disent, c'est pas moi. C'est pas vous. Et en même temps, vous savez que vous mettez des photos de vous assez attrayantes sur Internet. C'est vrai, je mets des trucs même dans la vie. Donc vous jouez, vous jouez un peu avec votre image. Mais vous voyez, en soi, c'est pas un problème, Eliette. Hein. C'est simplement que soit vous assumez de jouer un peu avec cette image, soit vous assumez pas. Et là, il me semble que comme vous l'assumez pas, et c'est ce qu'on vous renvoie, ça crée une tension tout de suite, dès le départ. Ce qui fait que peut-être ça crée de la colère chez certains hommes, qui après, ça part un peu en vrille avec eux, mais parce que, sans le vouloir, bien sûr, inconsciemment, vous créez cette tension-là. Oui, bien sûr. Vous voyez, parce que vous êtes un peu ambivalente par rapport à la séduction. Pas très sûre de vous dans la séduction, mais quand même envie de séduire. Alors, j'ai pas confiance en moi, premièrement. Oui, alors bon, en tant que femme, voilà, quelquefois un peu séductrice, on peut être dans cette forme d'ambivalence, mais un homme, il a du mal à comprendre, voilà, c'est blanc ou c'est noir, quoi. Mais oui, c'est vrai, je cherche à séduire. C'est vrai, j'ai beaucoup de charme, mais c'est vrai, il y a beaucoup d'hommes aussi qui m'invitent pour aller chez eux. Même j'en ai eu un dans ma ville. Je raconte beaucoup, que je parle beaucoup de cuisine exotique. Oui. Alors tout de suite, j'aimerais bien, t'es intéressante, j'aimerais bien que tu viennes faire la cuisine. En ne connaissant pas, j'ai vu qu'en photo. Mais moi, j'ai pas envie d'aller chez un homme faire la cuisine. Hein. Oui, à ce moment-là. Et alors, vous avez répondu ça? Eliette, vous avez dit que vous n'aviez pas envie? Moi, quand je fais ma cuisine pour moi, j'ai pas envie d'aller montrer ma cuisine de mon île pour pas l'expliquer. J'ai pas envie d'aller faire la cuisine chez lui. Je lui ai dit non. J'ai pas envie, je le connais pas. Mais à ce moment-là, vous pouvez proposer autre chose, Eliette. Vous pouvez dire, voilà, moi, la cuisine, tout de suite, c'est non. Mais par contre, on peut, je sais pas, envisager une sortie, aller prendre un verre, aller au cinéma, faire autre chose. Je leur dis, aller boire un verre dans un centre commercial, en public, oui, ça je veux bien. Là, j'y vais. Mais pour aller chez quelqu'un que je connais pas, non. Non. Cet après-midi, j'ai eu quelqu'un aussi qui m'a donné son fixe, qui m'a proposé d'aller en Gironde chez lui. Mais moi, je vais pas vers l'inconnu. Je les avais déjà parlé, Sophie. Et quand vous lui avez dit ça, qu'est-ce qu'il a répondu? Rien. Il me dit, si je reste chez moi, m'enfermer chez moi, je trouverai personne. C'est en allant vers les autres, en sortant, que je trouverai quelqu'un. Oui. Et alors, vous me dites que la cuisine vous intéresse. Pourquoi vous n'allez pas aujourd'hui, vous savez, il y a plein d'endroits où on cuisine à plusieurs, de lieux, d'associations. Voilà. Alors, pourquoi vous sortez pas un peu de votre écran, allez prendre l'air, lâchez un peu cet écran, parce que visiblement, il y a un truc là qui cloche, et puis mettez-vous dans la vraie vie. J'aimerais bien. Je sors beaucoup Oui. Je sors beaucoup quand je sors, mais j'aime pas toujours quand j'ai pas mon fils, parce que j'ai un fils qui est avec moi. Quand j'ai pas mon fils, j'aime mieux sortir que de rester devant ma télé, devant Internet. Hein. Bon, alors, et là, vous rencontrez jamais personne quand vous sortez? Jamais. Sophie, c'est pas la même chose. Je leur dis aux hommes, ce que vous me dites sur Internet, j'aimerais qu'on me dise comme ça dans la réalité. C'est pas ça. J'aimerais que quand je vais faire mes courses dans une grande surface, quand je sors danser,
que les hommes m'approchent comme on m'approche sur les sites. Mais oui, alors ça, c'est un peu c'est un peu le travers de la société où finalement on drague par écran, mais on drague plus dans la rue. C'est un peu dommage. Les hommes le disent. Les hommes, moi, me disent, tu sais, les dragues aujourd'hui, c'est que sur les sites, c'est que comme ça. Dans la vie, c'est plus ça. Ouais. Dans la vie, c'est plus ça, mais... en tout cas, moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de changer quelque chose. Alors, encore une fois, je sais pas quoi, j'ai pas vu, toute la façon dont vous y prenez, mais en tout cas, ce qu'on retient là ensemble ce soir, c'est il faut que vous réfléchissiez quand même un peu à l'ambivalence que vous avez par rapport à la séduction, à vos tenues, à je veux et je veux pas, vous voyez, à tout ça qui est pas très clair de votre part et qui doit engendrer une tension dans la relation. Oui, d'accord, Sophie, mais je pense que moi je veux, mais c'est que je tombe jamais sur les bonnes personnes. Et je vais toujours vers les... Oui, mais vous voyez, quand vous dites ça, vous fermez déjà la porte. Je veux dire, c'est comme si vous me disiez, bah oui, vous fabriquez quelque chose avec vos mots. C'est important, nos paroles et nos croyances. Si vous me dites, voilà, moi, ce que je fais, mais je tombe jamais sur la bonne personne. Donc, ça, c'est sûr, parce que vous avez déjà décidé, en me disant ça, que vous ne tomberez jamais sur la bonne personne. Parce que je pense que aussi, quand je rencontre les gens, c'est jamais les hommes qui me plaisent. Je vais quand même, Oui, mais vous savez, Eliette, avec des jamais, des toujours et des encore, ça crée des généralités. Quand on crée dans nos vies des généralités, quel que soit le sujet, on ferme tout. Si c'est encore comme ça, si c'est jamais comme ça, si c'est toujours comme ça, ce sont des généralités, donc il n'y a pas la place, ni pour l'inattendu, ni pour l'exceptionnel, ni pour quelque chose de différent, et ça va se reproduire toujours comme ça, encore comme ça. Ce sera jamais comme ça. Vous voyez? Avec ces mots-là, on enferme tout. Et on s'enferme soi-même. Parce que vous créez quelque chose, vous voyez, de décider, de figer. Donc lâchez tout ça. Vous voyez, lâchez ce sera jamais comme ça, je rencontrerai jamais les hommes sur qui je tombe. Lâchez tout ça, soyez un peu plus, tranquille ou légère par rapport à ça. Mais je le dis, Sophie, mais au fond de moi, je le dis en parole, mais je pense au fond de moi, je pense pas la même chose, non? Ah bon, alors ça, je suis pas au fond de vous, hein. Et je voulais vous dire autre chose. Je vous avais écrit une fois sur le site d'Europe 1. D'Europe 1. Oui. Et je vous avais dit d'aller voir mes photos. Ah oui, je sais pas si vous avez eu le temps. Non, j'ai pas vu votre mail, non, Eliette. Mais écoutez, je sais pas, je suis pas une grande pro ni d'internet ni de la rencontre, donc je saurais pas avoir un conseil très précis. Moi, je crois que ça se passe plutôt en vous. Non, mais Eliette, vous savez, c'est pas une histoire de photo ou pas de photo, c'est une histoire de posture et de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Moi, ce que je vous conseille, Eliette, c'est de clarifier un petit peu la façon dont vous voyez, dont vous voyez les choses. Peu importe les photos et peu importe, vous voyez ça c'est de la forme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond. Donc moi, il faudrait que vous soyez un peu plus clair avec vous, avec ce que vous voulez, avec votre façon de regarder la rencontre amoureuse. Voilà, essayez de clarifier un peu tout ça. Et puis voilà, on en reparlera à l'occasion si vous voulez y être, d'accord? Je vais vous dire une seule chose, Sophie. Je rencontre les gens quand j'ai la personne, j'en veux pas. Eh ben oui, mais c'est ce que je vous ai dit dès le début. Je vous ai dit, en fait, ces hommes-là, ils vous plaisent pas. Donc, attendez de tomber sur quelqu'un qui vous plaît vraiment et n'essayez pas de faire du remplissage par peur de la solitude. Il n'y a rien de pire que de vouloir rencontrer quelqu'un pour pas être seul. Vous savez ce que dit le proverbe, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Oui, je le dis donc, aussi. Voilà. Donc, restez seul et vous trouverez le bon compagnon. Je vous souhaite bonne chance, Eliette. Merci. Au revoir, Eliette. Merci. Au revoir. Bonsoir, Véronique. Bonsoir. Bon ben voilà, comment vous dire? Je suis un peu vieille, j'ai 67 ans. Oui. Je continue à travailler, j'ai encore 6 mois. Hein. Oui. J'ai demandé une dérogation pour continuer. Bon voilà, je sors d'une intervention qui soi-disant est banale, hein, d'une prothèse de hanche. Oui. Et on m'avait fait une autre, heureusement qu'on en a que 2. Oui. Il y a 5 ans. Et j'ai trouvé que c'était devenu déshumanisé. Ouais. C'est incroyable. Le monde de l'hôpital, ce que vous avez vécu. C'était incroyable. L'anesthésiste, en salle de réveil,
Mais il a décidé que, comme je ne supportais pas la morphine, voulait avoir la paix. Et il m'a fait ce qu'ils appellent un bloc, c'est-à-dire que c'est comme une péridurale, mais c'est que sur une jambe. Oui. Donc vous vous réveillez avec une jambe en pierre et puis qui est comme en carton. Oui. Vous n'avez plus aucune sensation. C'est spécial, oui. Oui. Allez-y, mettez-vous de la glace où vous avez mal. Pardon, je ne sais pas, moi aussi. Voilà, voilà. Et puis après, et après, les gens, ils rentrent dans votre chambre, puis ils disent, vous êtes la PH, je sais pas quoi, la prothèse de hanche totale. Ah non, moi je m'appelle comme ça, hein, je m'appelle pas PH machin. Oui, ils vous appellent par, oui. par le cas, ouais. Voilà, vraiment, vraiment affolant. Après, je sais pas quoi, je sais pas. Je sais pas, j'avais l'impression que j'étais un cobaye, qu'on se servait de moi. D'abord, on m'a dit, on vous mettra pas la même prothèse, hein, parce qu'elle ne se fait plus. Bon, je suis bien d'accord, très bien. Voilà, alors donc on fait un essai d'une nouvelle, on vous dit pas pourquoi, comment. Je sais pas pourquoi celle qui était en titane était mieux que celle qui était en je sais pas quoi, en porcelaine ou en émeraude. J'ai trouvé ça, mais effarant. Aucune information, aucune empathie, c'est ça que vous avez vécu? Ouais. Voilà, et le médecin anesthésiste qui prend la décision de faire cet acte-là sans demander au chirurgien. Le chirurgien, il a mis 3 jours pour me le dire. Il fuyait toujours. Parce que je dis, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? De ma vie, je voulais pas qu'on me fasse ça, se sentir paralysé comme ça. Eh bien, il n'était pas au courant. Il faisait une autre intervention. L'autre, il s'est dit, on va avoir la paix. Ah oui. Mais c'est incroyable. Et alors après, je suis sortie pour une maison dite clinique de convalescence ou je sais pas quoi. Pour la rééducation, j'imagine, après? Oui. Alors, la rééducation, on en fait le moins possible. Mais enfin, là, les histoires de kiné, ça serait sans fin. Le kiné qui me dit, lundi, après le repas, vous êtes dans votre chambre, puis je vous appelle. Voilà, moi, on ne parle pas comme ça, c'est pas possible. Et puis pour faire des exercices dans une salle ou quoi, non, moi je faisais mes exercices et on me corrige ou je sais pas quoi, enfin, tout comme ça. Et là, les gens, un réfectoire, avec tout, hein, beaucoup de gens très âgés, des cancéreux qui se protègent, qui restent tête nue, les gens qui se promènent avec leurs poches, de tout, enfin, assez... Les jambes. Vous avez le sentiment que ça a beaucoup changé par rapport à votre précédente expérience, en fait. C'est ça que vous dites. Et puis en l'espace de 5 ans, vous diriez? Oui. Ouais. En l'espace de 5 ans. Et des papiers. Oui. Mais vous savez qu'ils sont submergés, hein? Vous savez que le monde de l'hôpital aujourd'hui souffre vraiment d'un surcroît d'administratif en fait, et non moins de temps à consacrer à les patients tellement ils sont surchargés de procédures, de normes, comme vous dites, de papiers. Et il y a beaucoup de souffrance dans le personnel hospitalier aujourd'hui. Moi, j'ai dit à la fin, je voulais partir. Je dis ça va, j'arrive à être autonome, puis je veux rentrer chez moi. C'est plus possible de vivre toute la misère des autres quand on est déjà fragilisé, en souffrance et tout ça. Il y a un moment où... Mais ils ont des conditions de travail qui sont beaucoup plus dures que par le passé. Oui. Eux, ça allait. Mais je leur ai dit, je veux partir. Et puis, mais je dis, je sais pas, je vais appeler France 3 qui viennent faire un reportage parce que on rentrait comme dans une usine, enfin comme dans un moulin, on dit plutôt. C'était effarant, alors qu'il y a 5 ans, moi, quand je sortais, on disait avec qui on sortait, qu'est-ce qu'on faisait et tout. Là, n'importe quoi. On était tout le temps à faire le mur pour pas être enfermé. Faire le mur, ça voulait dire d'aller dans le parc à côté. Hein. Oui. Donc, il y avait des grands chênes ou quoi. Et quand j'ai dit que je voulais partir, vous savez pas ce qu'ils m'ont dit, mais ça, c'est extraordinaire. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible, vous pouvez pas partir tant qu'il n'y a pas une place de sortie de libre. Je dis, pardon, mais c'est quoi votre truc? Une place de sortie de libre. Ah ben oui, parce que nous, c'est une maison à sous. C'est un médecin qui me disait ça. Et donc, on ne peut pas avoir une chambre vide. Mais j'ai dit, mais c'est de la séquestration, là. C'est pas possible. Je pars, moi. Ben oui. C'est effarant. Et après, j'ai des complications. Je sais pas quoi, des fissures, machin et tout. J'ai regagné ma ville, qui est une grosse ville et tout ça, pour aller à des rendez-vous, pour faire une échographie, pour aller voir où est l'hématome qui fait mal et tout ça. Impossible d'avoir un VSL. Les taxis disent, je suis libre en taxi, mais pas en VSL.
Et je dis, mais je vous ai vu à l'hôpital, vous y allez bien. Ah oui, oui, mais on a un contrat avec l'hôpital. Mais qu'est-ce qu'on est devenu? Ouais. Véronique, vous venez de vivre effectivement la dérive normative et procédurière de la santé en France. Oui. Hein. Et je suis sortie sans prescription de pharmacie, sans prescription d'une infirmière alors que j'en ai besoin tous les jours. Et c'est par relation que quelqu'un est venu sans prescription en attendant que je la fasse faire. Et puis le pharmacien que je connaissais qui est venu me livrer alors que j'habite cette ville que depuis 5 ans. Enfin, bon, j'ai eu un entourage très très riche, heureusement, mais je suis sortie avec, alors là, des papiers où il y avait écrit mange normalement, respire normalement, machin, tout coché, hein. Tout coché comme il faut, ça. Ouais. Et ça fait peur. Vous savez qu'il y a des associations aujourd'hui qui se battent justement sur ces sujets-là, Véronique. Et c'est qui alors? Parce que moi je les contacte, hein. Je savais pas. Oui, c'est pour ça. Il y a l'appel des appels. Il y a un manifeste en fait qui a été signé par des médecins d'ailleurs, des psys, pas mal de monde. Ça date d'il y a 2 ans et ça s'appelle l'appel des appels et ils se battent justement pour réintroduire plus d'humanité dans le monde du soin, dans le monde de la santé. Et en vous écoutant, parce que je vous sens en colère et je la trouve légitime votre colère, mais c'est toujours bien quand on a une colère d'en faire un peu quelque chose, parce que sinon vous partez dans la plainte et la victimisation et c'est dommage. Non, je n'ai pas de problème là-dessus. Oui. Moi, je suis tout à fait prête à en faire quelque chose. Oui, c'est ce que j'entends. C'est pour ça que je vous en parle. Parce que bon, je suis prête. J'ai pas encore eu le temps, j'allais dire, parce que je me battais encore pour faire je sais pas quoi. Mais j'appelle l'hôpital, un des hôpitaux de la ville, pour avoir un électromyogramme, parce qu'il y a autre chose à vérifier. Il me donne rendez-vous pour le 23 juillet. Je ne vais pas rester comme ça. Mais ils sont surchargés. Hein. Oui, ils sont surchargés. Ouais. Ah, voilà, après je téléphone de la part d'un médecin dans une autre clinique. Bon, je vais connaître toutes les cliniques et hôpitaux de la ville, mais bon. Et ils m'ont donné un rendez-vous pour jeudi prochain. Mais bon, voilà, c'est ça. Ouais. Alors l'appel des appels. L'appel des appels. Oui, vous regarderez sur Internet, Véronique. D'accord. Mais vous voyez, c'est vrai que derrière ce que vous vivez, finalement, se cache aussi une grande souffrance du personnel, en fait, qui n'a pas... Qui ne peut pas exercer sa profession comme elle le souhaiterait, c'est-à-dire la noblesse de son métier. Hein, Tout à fait, mais moi, bon, je suis dans le sud-ouest, et là, c'était des gens du sud-ouest. Alors, c'était un vieux bâtiment, c'était un peu sonore, donc c'était des gens un peu bruyants, hein, mais bruyants sympathiques, quoi. Oui. Et je suis partie avec des adresses de gens. Oui. Je leur ai dit que, bon, ben, moi, est-ce que je sais pas, France 3, ils viennent, mais ils nous disent, nous, on est d'accord, hein. Oui, c'est une bonne idée. D'accord pour parler ou pour si ou quoi. Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, mais vous avez une bonne idée, Véronique, effectivement. Oui, moi, je vais essayer. Je ne sais pas comment contacter ou quoi. Si j'arrivais à trouver un journaliste ou quoi, mais je vais les contacter puis leur dire. Ils peuvent y aller, ils peuvent rentrer comme ils veulent là-bas. Et en même temps, heureusement qu'on avait à côté de nous un super parc avec des chênes, je pense, centenaires magnifiques et des petits écureuils. Alors on arrivait à survivre, quoi. Oui. Mais il y a que je note bien l'appel des appels. Oui. Alors en même temps, c'est vrai que Véronique, vous relatez effectivement votre expérience, mais on sait aussi que des gens, et heureusement, ont des expériences formidables en soins hospitaliers parce qu'ils ont trouvé justement un personnel adapté ou en tout cas à l'écoute de ce qu'ils vivaient. Donc c'est toujours un peu délicat, vous voyez, de généraliser. On sait que la situation est très tendue. Ce que vous racontez là finalement, et qui est un fait, hein, que dans certains hôpitaux, c'est vrai que la situation est tendue parce qu'ils n'ont pas, encore une fois, toujours les moyens de bien faire leur travail. Écoutez, j'étais dans un hôpital qui s'appelait hôpital privé. Bon, ouais. Mais alors attendez, Véronique, il y a Pierre qui voudrait rentrer en contact avec vous pour apporter son témoignage. Vous êtes là, Pierre? Oui, je suis là. Oui. Bonsoir, Pierre. Et vous vouliez témoigner? J'entends, il y a un écho. Écoutez, il y a la radio allumée? Je suis désolé de contredire cette dame. Non, justement, j'étais en train de dire qu'il y avait d'autres expériences. Moi, je suis consterné parce que je viens d'entendre. Hein. Oui, alors dites-moi. Écoutez, moi, j'ai été opéré de la hanche. Hein. Oui, donc pareil, même opération que Véronique. Hein.
Pardon? Même opération que Véronique, une prothèse de... Pareil, Oui, pareil. d'accord. Et opération du genou, mais ça n'a rien à voir, ça c'était avant, 3 fois. Mais j'ai été opéré de la hanche, mais ça ne s'est pas passé du tout comme est-ce qu'elle raconte. Hein. Oui. Ah oui, parce que C'est-à-dire alors là, moi j'ai été très bien opéré. Ça s'est passé à Châteauroux, j'habite dans l'Indre, Oui. à l'hôpital de Châteauroux, et je vous assure que vraiment j'ai été opéré, mais et puis avec une conscience professionnelle comme on ne va pas avec des je sais pas des péages parce qu'elle a raconté tout à l'heure là, mais vraiment moi je suis consterné, franchement. Vous êtes là, Véronique, hein, toujours, hein? Oui. Mais Oui. moi- Non, ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez changer, vous voyez, parce que vous racontez finalement chacun 2 interventions avec des réalités et des vécus totalement différents, ce qui montre, encore une fois, que le paysage n'est pas le même partout, et ce qui est Oui, vrai. mais enfin, quand même, là, je pense que cette dame exagère beaucoup. Hein. Ah, vous pensez qu'elle Ah exagère? oui. Et vous venez me voir quand vous voulez, je vous raconte. Oh, écoutez, madame, je sais pas. Moi, écoutez, je n'ai pas à vous juger, mais franchement, je suis consterné par ce que je viens d'entendre. Hein. Oui. Ben, Alors vous voyez, je vais faire le juge de paix entre les deux parce que Pierre, vous savez, chacun a son vécu et je crois qu'on peut respecter et Oui, ne oui, pas je mettre en respecte, doute, je voyez, le respecte, vécu hein. de Véronique. Alors surtout, je vais vous lire le message d'une infirmière qui dit: je comprends tout à fait ce que partage Véronique, qui a vécu Ah bon tant de déceptions tout au long de son hospitalisation et sa convalescence. Je suis infirmière. Laissez-moi terminer, Pierre. Je suis infirmière. J'ai tant bataillé pour justement le respect des patients pendant des années. Mais Et je pourrais, ce que cette dame a vécu parle si vrai. Vous voyez, il y a pas mal de messages qui arrivent. Et puis, évidemment, comme vous, Pierre, il y a aussi, comme Christelle qui dit, moi j'ai rencontré beaucoup de soignants psy, notamment super. Il y a Emma qui dit, mon frère vient d'avoir la même opération. Il n'a pas été en maison de repos. Il est rentré chez lui au bout de 8 jours et tout s'est bien passé. Voilà, moi aussi. Donc, si vous voulez, et on le voit bien dans les SMS qui arrivent, et je trouvais intéressant de vous avoir tous les deux, c'est que les expériences de chacun peuvent être totalement opposées, différentes, n'empêche qu'elles sont chacune vraies, vous voyez. Oui, non, mais je ne veux pas contredire cette dame, parce que bon, c'est fort possible, je ne sais pas. Mais Pierre, franchement, moi, ça me... Pierre, je peux vous dire un petit mot? Oui, allez-y, Véronique, allez-y. Justement, je veux dire, moi, si je suis choquée ou contrariée ou je sais pas quoi, tout ce que vous voulez, c'est parce qu'il y a 5 ans, ça s'est passé totalement différemment. Mais écoutez, non, mais moi je vous dis... On a 2 hanches et que j'ai fait l'autre hanche et que j'ai eu aucun... Oui, exactement, oui, c'est vrai que Véronique, en fait, a commencé à raconter son histoire, elle était d'autant plus choquée qu'elle avait vécu une bonne expérience il y a 5 ans, hein, c'est ça, Véronique? Et moi, j'ai 67 ans, je continue à travailler et bon, je commençais à avoir du mal parce qu'il y avait un bec de perroquet que c'était mité et tout. Et je me suis dit, je vais me faire opérer et puis je reprends mon travail, j'ai plus que 8 mois de travail ou quoi. Mais là, je sais pas quand je vais reprendre et comment, mais c'est angoissant. Je suis sur un lit de souffrance depuis 15 jours. Non, mais je vous respecte, là, je sais pas, moi... mais attention, oui, Pierre. mais c'est bien, si vous voulez, moi j'apprécie, Pierre, que vous ayez appelé pour dire que vous avez vécu une expérience totalement différente et une bonne expérience. Ça me semble important parce qu'il y a du personnel très dévoué et effectivement, après, ils ont des conditions de travail qui sont pas toujours les mêmes partout, avec des procédures qui sont, et de l'administratif et de la paperasserie qui est de plus en plus lourde. C'est vrai. Donc c'est vrai que le personnel hospitalier a du mérite de continuer dans des conditions pareilles. Ouais. Mais vous avez bien fait de nous appeler. Je vous remercie, Pierre. Vous avez bien fait. Oui, parce qu'il y a un personnel hospitalier qui prend très à cœur son travail et qui le fait très bien. Et c'est bien de lui rendre hommage. Donc j'étais contente de votre témoignage, Pierre. Oui, moi, vraiment, je le rends et je vous hommage, en remercie. Moi, j'étais très bien opéré et pourtant j'étais à Paris avant. Vous voyez, quand j'ai été opéré du genou la première fois, ça s'est très mal passé. Oui. Et finalement, je suis arrivé à Châteauroux pour ma retraite. Et puis finalement, c'est là que ça s'est déclenché une autre fois pour le genou, avec une infection dans le genou. Ah oui, et là, ça s'est bien... J'ai fait 4 mois d'hôpital, alors vous voyez. Ouais. Bah écoutez, tant mieux en tout cas que ce soit bien passé pour vous. Merci Pierre de nous avoir appelé. Je vous remercie de m'avoir reçu et je vous écoute tous les soirs, que ce soit vous ou Caroline. Hein. Ah bah formidable, vous êtes un fidèle auditeur. Je vous adore toutes les deux. Hein. Merci Pierre, merci de votre appel. Soirée, vous merci aussi, beaucoup, hein. Merci d'avoir appelé. Merci, au revoir. Et puis, Véronique, il y a d'autres messages qui arrivent. Vous m'entendez? Parce qu'il y a un drôle de bruit par moment là dans votre téléphone, non? Non, mais parce que peut-être... Attendez, j'ai le haut-parleur, voilà. Ah, voilà, c'est ça, d'accord.
Oui, non, c'est mieux que vous l'enleviez. Non, mais là, vous avez votre haut-parleur, là, parce que moi, j'entends ma voix qui revient. Alors, Non attends. Ah oui, non, là, je vous crois pas du tout, là. Bon, alors là, ça va? Ah, ben oui, voilà, ça y est, parce que vous comprenez que si en plus les auditeurs, ils m'entendent 2 fois, les pauvres, ils vont devenir sourds, hein. Ça va être insupportable. Alors, c'est vrai que là, vous voyez, il y a encore une infirmière qui dit oui, c'est tant décevant, on ne peut pas faire notre travail correctement. J'ai travaillé en milieu hospitalier, en clinique, en privé, en libéral, et Yvan ajoute, les règles au niveau de la sécurité sont devenues de plus en plus difficiles. Il y a Claire qui dit, je comprends Véronique, j'ai accompagné une personne de 87 ans et ce fut une succession de non-respect de la personne et d'erreurs médicales. Cela fait peur pour les personnes qui sont seules et hospitalisées, dit Claire. Mais c'est vrai, hein. Alors il y a Pascal qui vous recommande un livre dont je n'ai pas entendu parler et elle veut bien en discuter avec vous, Pascal Mam, qui dit c'est prothèse de hanche ou prothèse totale de hanche. Il y a un livre, lisez-le, qui s'appelle Le service hypocrite. Et puis Quentin vous donnera hors antenne voilà le téléphone de Pascal qui veut bien justement continuer à échanger avec vous à ce sujet-là. Hein, Véronique? C'est une Pascal ou un Pascal? C'est une Pascal, Pascal Mam. D'accord. Hein, et je vous souhaite effectivement là de pouvoir avancer là dans vos soins. Hein. J'espère que. Non, mais bon, voilà, ça c'est bon. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est quand on me dit bon c'est pas de chance et puis on continue. Bon, il y a eu des complications. Il y a eu des complications, c'est vrai, mais je sais pas. Après, on est une personne, on n'est pas. Vous avez raison, oui. Voilà. Puis je trouve que par exemple le chirurgien, il est buté par rapport à tout ce que peut. J'ai ma kiné. Que je connais depuis, je sais pas, 2 ans, 3 ans. Je suis qu'une patiente pour elle. Elle est venue me voir avant de partir dans son week-end. Elle est venue me voir à 7h30 après son... Et elle m'a dit, mais on vous a pas fait ça? Et elle m'a dit, mais... Bon, ouais. Elle était affolée de la façon dont vous aviez été traitée. Voilà, dont on est traité. Il y a des choses qui vont pas du tout et c'est pas du tout de la faute du personnel. Moi, j'ai eu des personnes. Non, bien sûr, vous avez raison de le souligner. Ouais. Vraiment adorables. Ouais. Qui m'ont vu pleurer, qui sont venus m'embrasser, j'ai eu aucun souci de ça. Mais c'est ça, la déshumanisation, c'est pas leur faute à eux. Non, c'est-à-dire que c'est un système, si vous voulez, c'est systémique. Hein. C'est logiciel pour l'Europe. Moi, je m'occupe de ça, je m'occupe de... Oui. Je m'occupe de gestion des fonds européens et tout, pour des formations et tout. Mais je sais, on passe des heures et des heures dans des logiciels, alors qu'on a d'autres choses à faire, à instruire un dossier, c'est plus intéressant. Oui, vous avez raison. C'est dommage. Je trouve ça tellement dommage, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui devient totalement normative, avec des règles, des normes, des procédures dans tous les coins, et c'est l'humain qui finalement en paye un peu le prix de tout ce système. Oui. Ça les bloque, eux. Moi, j'avais un pansement qui se suintait ou quoi. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? On le change aujourd'hui? Non, on n'est que J+3. On change à J+4, pas J+3. Bon, puis ils ont vu que quand même, il valait mieux le faire. Mais tout d'un coup, voilà, on les sclérose avec toutes ces normes. Ouais, mais bien sûr, on les sclérose. Alors oui, voilà, il y a la jeune femme infirmière là qui a envoyé ce message, dit je suis l'infirmière qui envoie ces messages sur ce sujet de la mauvaise qualité des soins et de l'accueil et qui s'appelle Gisèle. Donc merci Gisèle. Et puis alors Pascal qui vous recommande ce livre, elle dit que ce sont des nouvelles. Le serment d'Hippocrate, c'est un médecin de Saint-Malo qui raconte plein de choses qui se passent dans les hôpitaux. Alors merci Pascal qui nous dit qu'il y a un orage terrible à Rennes en ce moment. Vous voyez, on le vit même en direct à l'antenne d'Europe 1. Donc j'espère que ça va pas nous arriver, mais bon, tout va bien. D'accord. Bon courage Véronique à vous, et bon combat. Merci de nous avoir rappelés. Eh ben, merci à vous de votre écoute et j'aime bien votre façon de réagir aussi. Merci à vous. Bon chemin, bon courage. Et puis pour les auditeurs qui veulent nous appeler, je rappelle, c'est le 3921. Il y a un auditeur qui demande à quel numéro nous appeler. C'est le 3921, mais là on arrive à la fin de l'émission. Mais nous sommes là dimanche, 23h, 3921.
Hier encore, très 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 belle chanson de Charles Aznavour. On se quitte vraiment sur une magnifique chanson. J'espère que ça va vous mettre tout bien, tout doux, tout tranquille pour une belle et douce nuit. On se retrouve dimanche, 22h30 le standard, 39 21, 23h l'antenne. Je serai au rendez-vous et je vous y attends. Très très belle, très bon week-end, très belle nuit.